Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire d'Urasso, un lundi pro d'Urasso, puisque nous sommes sur des thématiques professionnelles le lundi soir. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée d'Urasso, et je suis avec Maxence de la Fouchardière. Bonsoir Maxence. Salut Delphine. Alors ce soir, nous allons parler recrutement. Alors, on fait régulièrement des ateliers, des webinaires sur le recrutement, mais côté candidat. Cette fois-ci, comme on a de plus en plus de recruteurs, de membres du RASSO qui utilisent la plateforme du RASSO pour recruter pour leurs entreprises, nous avons décidé de passer de l'autre côté de la barrière et de s'adresser à ceux qui recrutent. Alors, on est sur un marché du quasi plein emploi. On sait que c'est de plus en plus compliqué, difficile pour les entreprises de recruter, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas forcément le budget, qui n'ont pas forcément le temps, pour qui ça n'est pas le métier de base et qui n'ont pas forcément la possibilité de faire appel à quelqu'un d'extérieur, un cabinet, un chasseur de tête, peu importe. Donc ce soir, on est là pour vous donner quelques clés grâce à l'expérience de Maxence. Maxence travaille dans les ressources humaines et le recrutement depuis plus de 10 ans. Après avoir travaillé en start-up, Maxence, tu es maintenant à ton compte, tu as ta propre entreprise, toujours autour du recrutement et des ressources humaines au sens un peu plus large. Tu accompagnes également des personnes en transition professionnelle puisque tu es aussi coach et certifié notamment en PNL, en écoute active, entre autres. Donc, nous avons la chance d'avoir un bénévole expérimenté et qui va pouvoir nous partager ses astuces, ses conseils sur toutes les phases du recrutement, que ce soit de la définition du besoin, à la diffusion des annonces et puis évidemment à la conduite des entretiens. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous démarrions ce webinaire. Alors, d'abord par un topo de la part de Maxence, et puis ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions auxquelles nous répondrons à la fin du webinaire. Vous avez un petit onglet questions-réponses en bas de votre écran qui vous permettra de le faire. Eh bien, Maxence, je vais te passer la parole. Je vais partager également l'écran pour que vous puissiez voir la présentation de Maxence. Alors, Merci Delphine. il faut juste que je la mette hop, sous les yeux. Zoom, zoom. Ça prend un tout petit peu de temps parce que je ne la vois pas arriver sur mon... Si tu veux, je peux partager, hein, Delphine, si tu me donnes Oh, l'accès. attendez, ça va être bon. C'est juste que j'ai beaucoup... Voilà, ça y est, j'avais beaucoup trop d'onglets ouverts. Mais là, c'est bon. Est-ce que tu vois, toi, Maxence, c'est bon? C'est parfait. C'est Nickel. parfait. Alors, c'est parti. Merci Delphine, en tout cas, comme d'habitude, pour cette bonne présentation. Bon, j'ai investi dans un nouveau casque, donc si au niveau du bruit peut-être que c'est un peu fort, vous me le dites. Moi, c'est toujours un plaisir donc, de faire ces webinaires avec Lorasso. En plus, on est en petit comité, donc je vois qu'on est à peu près une dizaine. Donc vraiment, ce qui est cool, c'est que sollicitez-moi. Moi, ça me fait plaisir. Et en fait, je pense que ça répond à une problématique aujourd'hui qui est extrêmement présente au sein des organisations. C'est que d'ailleurs, croissance économique ou pas, en fait, il y a un vrai problème, enfin un vrai problème. En tout cas, il y a des vraies difficultés qui sont maintenant structurelles de recrutement. C'est pas spécialement lié à des cycles économiques, c'est que ben, voilà, les comportements des gens ont changé vis-à-vis du recrutement, vis-à-vis de leur rapport au travail. Il y a aussi l'émergence de nouvelles technologies, etc., qui font que le recrutement, c'est un vrai métier qui s'est beaucoup développé. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point vraiment méthodique sur comment réussir ces recrutements quand on n'a ni l'habitude ni le budget. Donc, c'est vraiment parti du constat que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs. À chaque fois, ils s'y prenaient vraiment comme des manches pour recruter. Et je vais pas leur jeter la pierre, hein, puisque c'est compliqué. Ils sont dans leur quotidien. Et quand ils sont dans leur quotidien, eh ben, ils prennent des décisions. Ils vont vite, ils font de leur mieux avec les outils qu'ils ont. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous livrer une petite méthode que je leur propose généralement. Voilà.
Euh, Merci Delphine. Slide Ah, suivante c'est si bon? tu as la Oui, possibilité. pardon. Merci. Alors en fait, déjà, je pense qu'une des premières choses, d'ailleurs comme dans beaucoup de disciplines de la vie, voilà, j'essaie toujours de faire des parallèles avec d'autres choses de la vie. En fait, c'est toujours bien de faire des pas un peu de côté pour comprendre, mais en fait, pourquoi est-ce que je recrute? Souvent, souvent, quand on n'a pas trop l'habitude, eh ben, on fonce tête baissée. On se dit, ah, mais j'ai besoin de ça, en fait. Et donc, on passe tout de suite une annonce et ben, c'est souvent là aussi que les erreurs de recrutement arrivent. Donc, avant de commencer, en fait, un recrutement, une des premières étapes, c'est vraiment de se poser et d'essayer de comprendre, en fait, c'est quoi les futurs objectifs de la future recrue. Et ça, très régulièrement, quand j'accompagne des personnes sur leur recrutement, ils ont du mal à le définir. Parce que c'est pas simple. En fait, ils vont vraiment se baser sur les tâches de la personne et pas sur ses objectifs. Mais en fait, la vraie question, c'est quoi les objectifs de votre organisation? Est-ce que c'est, je sais pas, pour un commercial, je sais pas, c'est augmenter le chiffre d'affaires? Est-ce que enfin, bon, c'est une réponse bateau, mais vraiment, posez-vous la question, c'est quoi les objectifs de la future recrue? Sur quoi est-ce que moi, je vais évaluer cette personne? Et avoir en fait vraiment un raisonnement lié aux résultats et pas lié aux moyens, moi je pense que c'est la meilleure manière de faire. Donc comme ça, vous vous orientez sur le résultat. Est-ce que l'organisation actuelle de votre équipe est efficace? Clairement, enfin, on peut se rendre compte tout simplement qu'une personne, que votre équipe aujourd'hui, elle ne fonctionne pas bien. Peut-être qu'il y a des compétences d'une personne qui sont très bien sur telle ou telle tâche, mais qui manque un autre aspect. Par exemple, vous avez une très bonne équipe commerciale pour gérer des comptes existants. Par contre, quand il s'agit d'aller trouver du nouveau business, ben là, vous avez des vraies difficultés parce que les personnes n'aiment pas ça, ou parce qu'elles n'ont pas les compétences, elles n'ont pas envie d'être formées. Donc, est-ce que l'organisation de votre équipe, est-ce qu'elle est efficace? Et est-ce que, en ajoutant du coup le nouvel élément de votre équipe, est-ce que ça va répondre à votre besoin d'efficacité? Quelles sont les difficultés majeures de l'équipe? Enfin voilà, donc c'est finalement ça répond plus ou moins à la même question. Ouais, est-ce que peut-être les difficultés que vous avez dans votre équipe, c'est vous avez un problème de rétention de clients, vous n'arrivez pas à avoir les bons outils, vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à faire des reporting. Donc, essayez de comprendre tout ça pour vous dire, en fait, comment est-ce que moi, la personne que je vais intégrer, est-ce qu'elle va pouvoir m'accompagner pour résoudre des problèmes? Parce qu'en fait, le recrutement, moi, comme j'aime bien le dire, quand on fait du recrutement, on aide nos clients à résoudre des problèmes. Ils ont un problème, on le résout en trouvant la bonne personne, en faisant du conseil en organisation. Et est-ce qu'il y a des évolutions au sein de l'entreprise? Alors ça, c'est jamais simple, surtout pour des entreprises qui vont vite. Mais comment est-ce qu'elle va pouvoir évoluer, cette personne? En fait, si on se base seulement sur du 6 mois, un an, et qu'on se dit, bon, on verra comment ça va se passer, c'est jamais très bon signe. Il faut que la personne aussi puisse se projeter. Donc, sur quoi est-ce que la personne pourra évoluer? Quelles sont ses missions par la suite, au bout de quelques mois? Donc voilà, en gros, pour récapituler ce slide, avant de vous lancer tête baissée, réfléchissez au pourquoi, parce que c'est le plus important. C'est les objectifs avant les moyens. Voilà. Ah, Euh, attends. Slide suivante, Delphine, Ouais, s'il te ouais. Je plaît. suis désolée, c'est une nouvelle version de Zoom. J'ai perdu mes repères, mais ça va aller mieux. Non, je t'en prie, t'inquiète pas. Et donc, bah ouais, quel est le profil recherché? Bon, alors, première question, c'est quel est votre budget? Bon, parce que là, moi, souvent, clairement, c'est le truc qui va orienter la discussion. Ah ben moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok, bon, c'est quoi ton budget? Bon, ben c'est 30 000 euros. Ok, bon, ben tu l'auras pas, je te le dis tout de suite. Enfin voilà, donc en gros, qu'est-ce que vous recherchez en termes de personnes? Enfin, c'est quoi le budget que vous allez avoir? Donc, sachant que souvent on raisonne en budget brut, mais après il faut charger ce brut pour avoir votre masse salariale. Donc voilà, si vous êtes une PME, n'hésitez pas peut-être en fonction de vos cotisations patronales, etc., à vous rapprocher peut-être de comptables, d'experts comptables
qui sauront mieux vous dire ça, mais c'est important que vous puissiez vraiment avoir un budget précis pour prévoir votre masse salariale. Et aussi pour, s'il y a un variable, un système de variables, ben, que tout ça soit prévu. Évidemment, hein, un bon budget, ça va vous permettre de manière très importante d'attirer les bons. Il y avait pas mal d'études qui sont sorties dernièrement. On nous parle beaucoup de bien-être, enfin de sens au travail, de choses comme ça. Je crois qu'il y a toujours un des moteurs principaux de motivation chez les gens, bah, c'est le salaire, hein. Bah oui, on ne travaille pas pour la gloire et clairement, enfin pas que pour la gloire. Et c'est important quand même que vous l'ayez en tête. Donc budget, première chose pour baser sa discussion. Une fois qu'on a ce budget, on peut se dire, OK, du coup, comment ça se passe sur le marché sur ce type de poste? C'est quoi les missions qui sont proposées? C'est quoi les missions annexes qui sont proposées? Enfin, voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pourquoi pas regarder un petit peu d'autres fiches de poste, d'autres annonces emploi qui sont postées pour voir un petit peu comment font les autres. C'est quoi aussi, ben, finalement, les avantages qu'ils vont proposer? C'est quoi les missions qu'ils vont proposer? Comment est-ce qu'ils articulent tout ça? Ça va vous permettre de continuer à consolider votre réflexion et vous dire, ah, cette organisation est intéressante, peut-être que ça aurait du sens qu'on s'organise comme ça. Et tout ça, vous pouvez le voir en regardant sur LinkedIn, en regardant donc, les descriptions des gens, en regardant les annonces emploi. Donc moi, ce que je vous propose, c'est renseignez-vous, regardez un petit peu ce qui se fait, n'hésitez même pas, pourquoi pas, à interroger des gens qui font ces métiers pour continuer d'avoir plus d'informations. Autre chose, c'est quels sont les bons éléments dans votre organisation. Plutôt que de... En fait, je trouve qu'il y a souvent une différence entre ce que veulent les managers comme compétences et les gens qui réussissent vraiment sur le poste. Par exemple, de manière très concrète, j'ai très régulièrement la discussion de bah, moi, je recherche telle compétence, telle compétence, telle compétence chez la future personne. OK. Aujourd'hui, qui est le top? Donc, moi, je réponds, qui est le top performer dans ton équipe? OK. Est-ce que cette personne avait ces compétences en intégrant ton entreprise? J'ai très régulièrement le ah ben non, ça, il l'avait pas, ça, il l'avait pas, ça, il l'a appris sur le tas. OK. Donc, je comprends très bien que toutes les personnes n'ont pas forcément le temps de former la personne. En revanche, moi, après 10 ans d'expérience dans les ressources humaines, s'il y a bien une chose dont je suis persuadé, c'est qu'on a tendance à surestimer, à surévaluer le délai de formation d'une personne sur un poste. Et ça, je l'ai vu à de très nombreuses reprises. Souvent, une personne débrouillarde, moi, je trouve que souvent, ce qui fait et j'ai beaucoup de données et beaucoup d'expérience là-dessus, ce qui fait qu'un élément réussira sa période d'essai, c'est bien souvent l'envie et la motivation, plus que les compétences techniques. Pour aller toujours dans cette idée-là, si vous prenez, en gros, si vous prenez une personne qui maîtrise exactement les compétences et qui fait ce poste pour le recruter sur le même poste, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'en fait, il va falloir que la personne ait une carotte et quelque chose à apprendre. Enfin bon, bref. Je fais une digression, mais simplement pour vous dire, quels sont les bons éléments de votre organisation et quelles compétences est-ce qu'ils maîtrisaient quand ils sont arrivés. Pourquoi est-ce qu'ils sont performants? Et ça, c'est très concret. On n'est pas dans sa tête, on se base sur du réel et sur des choses qu'on voit. Et donc, de manière très, enfin, le point suivant à voir, c'est ben, quelles compétences est-ce que vous recherchez aujourd'hui euh, dans, chez cette future recrue, quelles compétences est-ce que vous allez rechercher? Est-ce que c'est des soft skills? Est-ce que c'est des hard skills? Est-ce que c'est un indispensable? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est bien à avoir, mais qui n'est pas indispensable? Et comment est-ce qu'on va évaluer cette compétence? Et qui va évaluer la compétence dans ce process de recrutement? Il y avait un article là, dans une littérature scientifique RH qui disait les trois quarts des entretiens ne servent à rien. Et c'est clair. Non, mais c'est sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que souvent, on fait des entretiens au feeling. On va voir comment la personne est face à nous. Et en fait, c'est typiquement le genre d'attitude. Ça peut marcher, hein. Et clairement, il y a des
l'info et ça marche très bien. Mais on va être face à ces biais cognitifs parce on va être sensible aux effets de halo, à la ressemblance, à pas mal de choses. Je pense que pour essayer de rationaliser, ouais, bien sûr. Maxence, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que l'effet de halo, s'il te plaît? Euh, ouais, en fait, c'est on va voir quelque chose chez un candidat, par exemple, quelque chose qui nous plaît, et du coup, on va tout mettre, toute la personnalité ou toute la candidature de ce candidat à travers ce biais. Par exemple, si au début il est très bien, et ben, tout le reste de l'entretien, on va le trouver très bien, le candidat. C'est sûrement peut-être pas la définition scientifique de l'effet de halo, mais globalement, c'est ça. En fait, c'est qu'il y a un peu un halo, on voit quelque chose de bien. Et on a énormément de biais cognitifs. Et donc, la question, c'est comment rationaliser ces biais cognitifs, même s'il y a évidemment une part d'émotion. On ne peut pas tout maîtriser, ça c'est clair. Et donc, du coup, voilà, quelles compétences est-ce que vous recherchez? Est-ce que c'est du soft? Est-ce que c'est de l'hard skills? Est-ce que c'est un indispensable ou est-ce que c'est un nice to have? Parce que ça, c'est important de bien le différencier. Et comment et qui va évaluer ça dans le process de recrutement? Typiquement, moi, j'ai mis en place des assessments pour des profils qui sont recrutés par quinzaine chez mes précédents clients. Et en fait, on se rend compte que, enfin, voilà, on se posait la question, OK, nous, on a besoin de quelqu'un qui a un très bon sens de l'écoute, ou on a besoin de quelqu'un qui, en fait, est très rigoureux. Enfin, voilà, mais du coup, comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Ou alors, on va avoir besoin de quelqu'un qui sait, qui a un bon relationnel et un bon niveau de discours avec ses clients. OK, ben parfait. Et réponse assez simple pour évaluer, moi, ce que je recommande souvent à mes clients, c'est de faire des cas pratiques. Donc, en gros, mettre la personne en situation, lui donner, pourquoi pas, 5 minutes de préparation et le mettre en situation. Ça permet vraiment de se rassurer, d'essayer de mettre un maximum de raisons derrière un recrutement. Voilà. Donc, pour récapituler, ce slide, c'est OK, on a vu le pourquoi du recrutement. Maintenant, on va passer au profil. Et en fait, le profil, il ne faut pas tomber dans de l'émotion ou dans ces biais cognitifs. Il faut essayer de rationaliser tout ça et de se poser là, une question sur quelles sont les compétences que moi, je vais rechercher chez cette personne à l'aune de mon budget et compagnie. Et voilà. Après, il y a toujours un volet peut-être un peu gut feeling, enfin un peu, ouais, un peu sentiment. Je suis désolé pour tous les anglicismes à la con, mais bon, il y en a beaucoup dans le recrutement. Enfin voilà. Il y a toujours ça peut être parfois compliqué de verbaliser ses émotions. Peut-être qu'il y a un candidat qu'on a beaucoup aimé, mais en fait, on ne sait pas pourquoi, on a du mal. Ben voilà, et on peut aussi le prendre en compte. On peut très bien rajouter peut-être une colonne dans sa grille d'évaluation. Ben voilà, mon sentiment général ou gut feeling, comme disent nos amis les Anglais. Voilà. Et donc, qu'allez-vous apporter à la future recrue? Voilà, c'est toujours la même chose, hein. Le recrutement, c'est une relation humaine, hein. Enfin, c'est un rapport humain. Une personne, un patron qui veut avoir le meilleur, mais qui lui apporte rien, en fait, il aura personne, hein. Enfin, ça, c'est sûr. Et moi, clairement, en tant que recruteur, j'ai même arrêté de recruter avec pas mal de clients parce qu'en fait, selon moi, il n'allait pas dans le sens d'une relation gagnant-gagnant. Et évidemment, une personne intelligente, enfin en tout cas de mon point de vue, va tout simplement se dire, OK, ben moi, la personne va m'apporter ça, mais moi, qu'est-ce que je peux lui apporter? Il faut que la relation soit équilibrée. Si la relation n'est pas équilibrée, là, vous allez avoir du turnover, vous allez avoir des personnes qui vont quitter, des personnes frustrées, etc. Et ça, je pense que c'est hyper important de vous poser cette question aussi un petit peu au début du recrutement, en vous disant, qu'est-ce que moi, je peux apporter? Pourquoi mon entreprise plutôt qu'une autre? Ouais, c'est une question à se poser, hein, parce qu'en fait, il va falloir aussi avoir cet argumentaire de recrutement. Ça va dépendre évidemment des secteurs d'activité, mais aujourd'hui, pour attirer des personnes, ben, il faut aussi pouvoir répondre facilement à ces questions de candidats. Pourquoi mon entreprise plutôt qu'une autre? Et pourquoi le poste? C'est un bon choix pour moi en tant que candidat. En quoi est-ce que ça va développer son employabilité? En quoi est-ce que les compétences qu'il va apprendre, il va pouvoir
se revendre, etc. Parce que le candidat n'est pas dupe. S'il s'enferme sur quelque chose ou s'il est monotache ou il est sur des missions qui ne vont pas être valorisées, clairement, vous aurez peu de chances d'avoir de bons éléments. Voilà, donc ça, c'est une question à vous poser. Merci Delphine. Alors, fort de tout ça, de, on va passer à de l'écriture, hein, un atelier d'écriture. Alors moi, c'est quand même un des constats que je fais, c'est que, bon, peut-être un peu présomptueux, hein, mais beaucoup de fiches de poste sont assez nazes, hein. Franchement, beaucoup sont écrites avec en fait, avec des jargons incompréhensibles, en fait, des mots on ne comprend pas, des descriptions d'entreprises que moi-même je ne comprends pas, alors que ça fait quelques temps maintenant que je suis dans les RH, mais je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a certaines personnes, quand elles rédigent des postes, des fiches de poste, peut-être qu'elles aiment bien mettre des jargons très techniques, peut-être que ça donne l'air intéressant ou je sais pas. Non, en fait, le but, en fait, votre but avec votre fiche de poste, c'est d'avoir des candidats. Des candidats qualifiés, certes, mais c'est d'avoir des candidats. Et donc, comme toute action de communication, pour être efficace, en tout cas, eh bien, il faut utiliser des mots simples, il faut qu'elle soit compréhensible. Donc, moi, je pense qu'une fiche de poste, déjà, elle doit être humaine. Elle doit, pourquoi pas, contextualiser et donner un petit peu envie à la personne. Voilà, vous allez rejoindre l'équipe de Delphine au sein du RASO. C'est une équipe vivante et qui a à cœur de former des nouvelles recrues. Enfin, voilà, parce qu'en fait, quand on est un candidat, on a envie de se projeter. En fait, on a envie de se dire, bah ouais, mais moi, avec qui je vais, est-ce que j'ai envie de postuler à ce job? C'est tellement simple aujourd'hui de postuler, il y a tellement d'offres. De se dire, bah, en fait, bah, ça j'aime bien, puisqu'il y a un côté humain dans cette offre. Donc ça me donne envie. Alors après, pas trop long, parce que je sais que les algorithmes de tout ce qui est job board et compagnie, j'avais fait pas mal de réunions avec LinkedIn à l'époque, mais en fait, généralement, plus c'est court, mieux ça marche. Et plus c'est poussé par les algorithmes. Donc, allez droit au but. Sans jargon. Donc voilà, n'utilisez pas de mots, d'abréviations, de trucs, ou alors définissez-les. Parce que peut-être que, enfin, posez-vous toujours la question, est-ce que le candidat qui ne connaît pas mon entreprise va comprendre? Et même une personne qui n'est pas totalement du milieu, est-ce qu'elle va comprendre? Parce que ça serait bête peut-être aussi d'exclure trop de candidats à ce stade-là. Avec des mots simples et des chiffres. Voilà, typiquement, plutôt que d'indiquer c'est une entreprise en hyper-croissance, ben, mettez c'est une entreprise, on est une entreprise, on a fait plus 45% de chiffre d'affaires l'année dernière. Bon, j'en sais rien, mais en fait, mettez des indications précises. Évitez les mots valises. Mettez des mots précis. Ça, c'est un peu les règles du copywriting, hein. C'est utiliser des mots simples, utiliser des mots compréhensibles et utiliser des données plutôt que des adjectifs ou éviter les adverbes aussi. Enfin, voilà, faites des phrases courtes, maximum, c'est ce qui est compréhensible. Alors, un call to action, donc en fait un appel à l'action. Apparemment, ça rajoute en termes de statistiques. Apparemment, il y a des meilleures statistiques si on ajoute du coup une possibilité d'action. Vous pouvez postuler en envoyant à ça ou pour, euh, pour postuler, il faut que vous cliquez là-dessus. Enfin, Qu'est-ce en tout que... cas, faire Oui, un ok, appel à pardon. l'action. Ouais, tu viens de donner un exemple, donc ça c'est bon. C'est ce que Ouais. j'allais te demander. Et attends, je te coupe juste, Maxence, parce qu'on a Charles-Emerick qui a levé la main. Ça t'embête pas si je lui ouvre le micro? Non, pas du tout, pas du tout. Ok. Alors, Charles-Emerick, normalement, on peut t'entendre. Merci. Alors, en fait, c'était la même question. Voilà. Donc, j'ai rebaissé tout de suite quand tu as posé la Ah, question. ok, Merci. ça marche. Donc, c'était les exemples. Très bien. Merci, Charles-Emerick. Merci Charles-Emerick, merci Delphine, du coup, voilà, c'était. On continue. Et alors, la question d'afficher le salaire. Alors, moi, je vois, bon, franchement, je parle très crûment, hein. Habituellement, je prends un peu plus de pincettes, mais voilà, bon, là, vu que c'est un peu mon champ d'expertise, j'y vais un peu plus réglo, donc désolé peut-être pour certains que ça va un peu brusquer. Euh, En fait, je vois beaucoup de choses sur le salaire et même certaines obligations, entre guillemets, un peu légales, de mettre le salaire. Je crois que maintenant, il y a des sites emploi type Indeed qui veulent absolument qu'on mette le salaire.
Euh, il y a pas mal de. Ce qui est sûr, c'est que mettre le salaire sur une offre d'emploi, ça rajoute, enfin, vous aurez plus de candidatures. Et en plus, vous perdrez moins de temps à les trier. Parce qu'en fait, vous saurez tout de suite que la personne est sur tel niveau de salaire qu'elle accepte ça. Moi, personnellement, en tant que cabinet, quand je chasse des candidats, je fonctionne beaucoup comme ça. En revanche, l'infrastructure en interne pour pouvoir indiquer les salaires sur les offres d'emploi sans créer une tempête sociale au sein de votre entreprise. Enfin, voilà. Du coup, c'est un ratio et c'est un équilibre à avoir. Et je sais que c'est complexe, la gestion des salaires au sein d'une organisation. Je le sais bien. Donc, en fait, c'est typiquement ne créez pas la panique en interne et des grandes discussions. Est-ce que, enfin voilà, il faut déjà que vous soyez au clair sur votre grille de salaire et que vous ayez la possibilité de l'afficher sans faire la tempête à bord. Ou alors vous pouvez peut-être mettre un package un peu large. En tout cas, c'est quelque chose de positif en termes d'attraction de candidature. Voilà. Ok. Et j'ai cru voir, Delphine, une question sur le test MBTI. Oui, je pensais les poser à la fin, mais on peut Ah oui, peut-être, comme tu veux, on peut y répondre maintenant aussi. ah, bah, excuse-moi, Delphine. Pas de Bon, problème. Non, 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 non. C'est toi qui gère, Maxence. On peut y répondre maintenant sans aucun ouais, problème. bah alors du coup, je vais y répondre. En fait, le MBTI, c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Par contre, scientifiquement, c'est très critiqué, hein, le MBTI. Euh, donc, non, moi, je ne recommande pas le MBTI dans un process de recrutement. Alors, juste, pardon, précise pour ceux qui ne. Parce que les participants ne voient pas les questions. La question était que pensez-vous des tests type MBTI? Alors, il y en a un autre, c'est TLP-N. Alors, celui-là, je ne le connais pas. Moi non plus. Et alors, la personne a, comment dire, qui a posé la question souhaitait parler, on va lui ouvrir le micro, ce sera encore plus simple. Hop, mais je n'ai pas le prénom, parce que c'est marqué GPF. Oui, Euh, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, bonsoir, Delphine, c'est François Davigny. Ok, super. Bonsoir François. On t'écoute. Bonsoir, François. Euh, ouais, je posais la question parce que alors TLP-N, c'est TLP Navigator. Il se trouve qu'on a fait une session il n'y a pas très longtemps en interne, animée par un coach spécialisé sur ce sujet-là, et que les résultats ont été unanimement reconnus comme très réalistes. C'est-à-dire que on répond à 30 questions en ligne sur qu'est-ce que vous préférez entre tel truc et tel truc, plus ou moins, est-ce que vous vous situez avec un curseur de 5 options. Et la plupart des gens, moi y compris, qui ont vu leurs résultats ensuite sur une dizaine de pages un peu décrits, ont trouvé que ça les décrivait vraiment bien. Et ce qui était intéressant pour la conclusion de l'exercice d'un point de vue RH, c'est que les profils, alors ça définit les zones de plaisir, entre guillemets, de travail, là où on est à l'aise et là où on mobilise le moins son énergie pour faire les tâches en question. Et la conclusion en ce qui nous concernait collectivement était qu'on avait une bonne répartition sur l'ensemble des fonctions nécessaires au collectif. Ça m'a, du coup, effectivement, en sortant de là, je me suis demandé si c'était intéressant d'imaginer ça dans un process de recrutement pour valider le fait que ça vienne bien boucher le trou qu'on cherche à remplir du point de vue des fonctions. Donc, ça va être des zones, des sujets d'empathie éventuellement pour un commercial, ça va être des sujets stratégiques pour un pilote de projet, ça va être des sujets d'action pour des techniciens ou autres. Voilà, c'est un peu le genre de finalité de ce test-là, et j'imagine qu'il y en a d'autres. Mais je m'interrogeais du coup un peu avec deux, trois personnes qui ont fait le test sur l'idée de le généraliser. Alors là, c'était sur des gens existants dans l'équipe, mais d'intégrer ça éventuellement dans un processus de recrutement. Ouais, donc, enfin, moi, je ne connais pas ce test. Donc, mm, et de manière générale, mais ça m'est très personnel, hein. Peut-être que d'autres personnes diront l'inverse. En tout cas, moi, je, pour le MBTI que je connais mieux, non, je ne le recommande pas parce que le MBTI, c'est vraiment, je trouve que c'est très intéressant.
Ça donne beaucoup d'indications sur, enfin, voilà, sur ces styles de personnalité. J'ai oublié exactement comment on le définit. En revanche, scientifiquement, c'est très critiqué. Et j'étais justement sur une communauté de RH et de recruteurs où on parlait de ça. Et enfin voilà. Et en gros, le consensus, c'était qu'il vaut mieux pas trop utiliser ce test dans du recrutement. Et moi, Maxence, j'avais même compris, mais c'est peut-être plus vrai, que c'était interdit d'utiliser certains tests, et notamment le MBTI, dans un process de recrutement. C'est une fake news ou ou pas? Je sais pas, mais clairement, je le recommande pas. Je sais pas si c'est interdit, mais en tout cas, moi, je vous le recommande pas parce que scientifiquement, c'est très critiqué. Voilà, D'accord. pour Ok, répondre à la question. ok, ça marche, super. Euh, Il y avait et juste pardon, une petite ouais, question de François aussi qu'on n'a pas posée. Et comment dire, je demande à chaque fois, est-ce que Maxence, enfin, tu es OK pour qu'on puisse partager les slides à ceux qui le souhaitent? bien sûr, avec Ok, plaisir. bon, bah, comme ça, je les enverrai. Voilà, je précise simplement que c'est la propriété de Maxence, donc il nous partage ses conseils et son savoir, mais c'est aussi son métier. Donc, comme vous êtes inscrit au webinaire, vous avez la chance de pouvoir en profiter, mais je vous remercie de ne pas diffuser, de pas diffuser par ailleurs ce support. Voilà, comme ça, on a répondu à ces questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, soit vous levez la main, soit vous écrivez votre question dans le petit onglet questions et réponses. C'est reparti. Vas-y, Maxence. Ouais, merci pour ces questions, merci Delphine. Donc, en fait, une fois que vous avez écrit votre fiche de poste, bah, tout simplement, il faut mobiliser les bons canaux de recrutement. Et comme dans un process commercial, hein, en fait, c'est mobiliser ces bons canaux de vente. Ben là, c'est mobiliser ces bons canaux de recrutement. Donc, à la fois, vous avez des sites emploi qui sont gratuits. Franchement, vous avez quand même une bonne traction. Pôle emploi, Indeed, APEC. Vous avez aussi une annonce sur LinkedIn. Et le RASO, évidemment. Vous avez aussi des CV Tech gratuits. Donc en fait, gratuiteux, pardon. Vous avez des bases de données de CV sur l'APEC et sur Pôle emploi qui vous permettent de trouver franchement des super bons candidats. Moi, je m'en sers régulièrement pour trouver des bons candidats. Voilà. Vous avez la coop. Maxence, est-ce que tu as des exemples, enfin des noms peut-être à donner de ces CVTech gratuites? Ouais, l'APEC et Pôle emploi. Ok. Si vous avez un compte entreprise sur l'APEC et sur Pôle emploi, eh ben, vous allez dessus. C'est super simple. Vous avez des mots-clés. Vous pouvez faire des recherches booléennes. Ça marche très bien. Bon, et je précise Euh, aussi que dans l'annuaire du RASO, alors on a une petite CVTech, mais qui n'est pas trop remplie pour le moment. Mais on a aussi un annuaire qui permet d'aller chercher des membres du RASO par leurs compétences, leur secteur, leur zone géographique, enfin bref, pas mal de critères. Donc voilà, je fais aussi un petit peu ma pub. ben, il faut d'être fine. Et donc, après, c'est la cooptation et le réseau, en fait. C'est faites marcher votre réseau aussi. La cooptation, c'est en fait quand une personne de votre organisation ben, recommande une personne de son réseau. Alors, dans beaucoup d'organisations, en fait, la cooptation, c'est rémunéré. Ça peut être des montants importants. Voilà. Et puis après, bah, vous avez de la chasse sur LinkedIn. Vous n'êtes pas obligé de payer une licence LinkedIn hors de prix. Tout simplement, vous prenez des outils d'automatisation. Enfin, vous pouvez très bien prendre des outils d'automatisation comme Lemlist ou Alaxy. C'est très simple d'utilisation et en fait, ça vous permet de cibler plein de candidats et vous pouvez les ajouter et faire des messages automatiques pour, par exemple, vous cibler plein de commerciaux. Vous allez avoir une grande liste et ça va vous faire des campagnes. Vous aurez la possibilité de bâtir des campagnes assez facilement pour contacter plein de personnes et savoir si ces personnes sont à l'écoute du marché. Donc il y a ce côté-là. Vous avez aussi LinkedIn Sales Navigator. C'est un outil plutôt basé pour les commerciaux, mais vous avez un mois gratuit. Donc Maxence les bons tuyaux, si vous pouvez, enfin, voilà, vous pouvez très bien prendre un mois de licence LinkedIn, Sales Navigator. Normalement, c'est plutôt une licence qui est faite pour la prospection, mais moi je m'en sers pour faire de la prospection aussi, mais vous pouvez contacter des candidats dessus.
Et après, si vous avez envie de mettre plus de budget, vous pouvez acheter d'autres licences comme la RPS ou la LinkedIn. Mais après, on est sur des budgets qui sont quand même plus importants. Mais en gros, vous avez moyen de filouter un peu avec Sales Navigator ou avec des outils de growth hacking pour utiliser les mots-clés, les anglicismes, mais qui vous permettent de contacter plein de candidats et gratuitement. Voilà. Et après, bah, vous avez aussi les cabinets de recrutement. Donc ça, c'est un prix en plus. Donc, on a dit peu de budget, mais c'est quand même un moyen. Généralement, un cabinet, c'est autour de 20% du salaire brut annuel d'un candidat. Donc, c'est un budget quand même qui peut être conséquent pour une organisation. Et après, vous avez aussi la possibilité du freelance, de prendre des personnes en freelance, en intérim, etc. Sachant que sur l'intérim, ben, ça coûte cher aussi. Ça peut coûter cher parce que souvent, en fait, les sociétés d'intérim vont prendre un taux sur le coût de la personne. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses à pouvoir négocier après, mais voilà. Donc, en gros, ça, c'est les canaux de recrutement principaux. Donc, vous postez votre annonce, ça mange pas de pain, vous mettez sur tous les sites gratuits, vous allez faire un tour sur les CVTech, vous en parlez à votre réseau, et sauf si vous recherchez un profil très complexe, il y a des chances que vous trouviez chaussures à votre pied, hein. Voilà. Et Alors, présélection, aller droit au but. Bon, alors, je suis désolé pour la lumière, hein. En fait, la nuit tombe pendant que je parle, donc ça a l'air un peu sombre. Excusez-moi. Tu me dis, hein, Delphine, si c'est trop ça sombre, va. j'irai. Non, Voilà. Moi, je non, suis non, bien ça va, comme ça ça, va. ça me repose, c'est la fin de la journée, voilà. On te voit. Euh, En fait, la présélection, il faut aller droit au but. Moi, très clairement, quand je fais une présélection, tout de suite, je parle de salaire. Je dis, si j'ai pas mis l'offre, je dis, OK, je veux juste voir qu'on est bien d'accord, qu'on est bien aligné. OK, est-ce que vous êtes mobile à tel endroit? Est-ce que, je ne sais pas, vous parlez anglais? Est-ce que vous maîtrisez telle ou telle compétence qui est indispensable? Et combien vous recherchez, en fait? OK? Si on est OK, on peut continuer la discussion. Mais sinon, vous allez perdre de l'énergie et du temps. Donc, enfin voilà, moi, chacun fait comme il veut parce qu'on n'est pas toujours à l'aise pour parler de ça aussi simplement. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aborder rapidement les sujets qui vont être éliminatoires d'un côté ou de l'autre. Comme ça, vous pourrez par la suite vous concentrer sur l'évaluation du profil et des compétences. Et donc voilà, parlez vite de tout ça, compétences clés, et soyez transparent sur le poste tout de suite. Parlez du poste, demandez à la personne de se décrire rapidement, de se présenter rapidement, posez peut-être deux, trois questions qui vont vraiment vous permettre de comprendre que la personne, ça matche bien pour aller plus loin. Et voilà, même pourquoi pas aussi poser la question, quel est votre poste idéal? Pour essayer vraiment de comprendre c'est quoi ces leviers de motivation à cette personne aussi. Est-ce qu'elle est vraiment intéressée par ce poste-là? Et puis après, ça vous permettra aussi d'avoir une approche maligne du recrutement, c'est-à-dire de répondre aussi et de trouver un argumentaire pour lui montrer que c'est son job idéal à la personne. Voilà, donc voilà par rapport à la petite présélection. En gros, pour résumer, allez droit au but, parlez des sujets qui sont entre guillemets oui ou non tout de suite, pour après aller dans plus de granularité dans vos entretiens. Bon, après les entretiens, voilà, il y a plein de littérature scientifique là-dessus, sur comment faire un entretien, etc. Un truc intéressant quand même, c'est que il y avait eu, je crois, pas mal d'études qui avaient été faites chez Google sur le fait qu'en fait, faire 10 entretiens, ça ne changeait absolument rien en termes de statistiques de réussite d'une personne versus faire 2 ou 3 entretiens. Donc les process de recrutement à rallonge, déjà, il y a des chances que ça ne donne pas spécialement une bonne image de votre entreprise. Ça va souvent emmerder le candidat, clairement. Et voilà, enfin, en fait, essayez de vous limiter à 2, 3 entretiens, sauf si vous êtes sur des postes extrêmement complexes. Mais aujourd'hui, surtout sur des marchés tendus et où il faut aller vite, et où il y a aussi un but d'attraction et d'engagement du candidat, il vaut mieux aller vite, mais vous saurez plus facilement aller vite si vous savez ce que vous devez évaluer.
Et souvent, ça ne sert à rien de faire 15 entretiens si tout le monde évalue la même chose de la même manière. On fait des entretiens, et pourquoi on fait ces entretiens? Pour évaluer quoi? Et donc là, ça vous ramène à mon slide précédent. Et voilà, donc que voulez-vous évaluer dans ces entretiens? Ça, on en a parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on va les évaluer? Et après, comment est-ce qu'on peut attirer et engager le futur candidat? Voilà. Franchement, je ne m'étends pas là-dessus sur les entretiens parce que franchement, chacun a sa méthode. Moi, je ne vous voudrais pas dire. Mais enfin voilà, en tout cas, sachez ce que vous devez faire, ce que vous devez évaluer. Ça sera déjà très bien. Puis après, enfin voilà, la fin, en fait, votre proposition. En fait, une proposition, c'est le premier acte managérial. Donc, si vous avez la possibilité, moi, je me bats dans les organisations pour que ça soit le manager direct qui fasse la proposition au candidat. Enfin, en fait, ça va être la personne qui va le manager. Donc, pour moi, après, je sais que chacun a des idées différentes par rapport à ça, mais pour moi, c'est au manager direct de faire la proposition à la personne parce que c'est elle qui va être dans l'équipe. Et voilà, il faut préparer aussi un petit argumentaire. Si tu me rejoins, on va travailler là-dessus, ça va être super sympa, tu auras la possibilité de gagner telle ou telle compétence. Là, vous allez engager la personne. Et après, moi, ce que je trouve aussi très chouette, c'est de faire une relecture, si la personne accepte, du contrat. En fait, comme ça, il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de truc, ah ouais, mais ça, j'avais pas vu cette clause. Non, non, en fait, c'est une intégration, c'est hyper pro. Tout est écarté, on aura tout vu, ça laisse pas de place, beaucoup moins de place à l'erreur. Voilà. Et puis après, voilà, garder le contact avec la personne avant sa prise de poste et organiser une bonne intégration. Voilà. Donc en gros, le temps où la personne a signé et quel terme fait son préavis de fin et où elle arrive, invitez-la à déjeuner, faites un verre avec l'équipe, c'est super sympa. Et puis organiser aussi une bonne intégration. Voilà. C'est quoi les objectifs de votre intégration? Toujours le même raisonnement. C'est quoi l'objectif et comment on fait? Et voilà. Bon, après, je pourrais en faire plein de vidéos aussi sur l'intégration parce qu'il y a plein de choses à dire. Voilà. Je vais juste allumer la lumière à Delphine, excuse-moi, parce Ça que là, ça marche. fait un peu sombre quand même. Ouais, ouais. Un Écoute, petit comme ça, instant. on aura le temps de commencer à avoir les questions. Donc, vous pouvez soit demander à prendre la parole en levant la main, et comme ça, je pourrais ouvrir votre micro. Et sinon, vous avez un petit onglet qui s'appelle questions et réponses, Q&R. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce petit onglet. Alors, Maxence est Re. revenu. En attendant que les questions arrivent, moi, j'ai noté quelques éléments. Euh, Notamment, alors, au tout début, Maxence, sur l'évaluation comment dire, euh, des, notamment des soft skills. Ouais, Euh, c'est pas si évident. Et tu disais que ce qui était pas mal, c'était d'utiliser des cas pratiques. cas pratique. Ouais. Euh, mais comment, est-ce qu'il existe des sites ou je sais pas quoi, quelque chose qui permet tu vois, d'avoir des espèces de banques de cas pratiques par soft skills, tu vois, quel cas pratique pour juger du sens de l'écoute, pour juger du sens des responsabilités, pour juger de l'adaptabilité de la personne. Là-dessus, je trouve que c'est très difficile en fait c'est ce que tu disais, pour essayer de rationaliser, de ne pas être que dans l'émotionnel, mais vraiment d'avoir quelque chose d'objectif qui permet d'évaluer de manière la plus concrète possible des soft skills pour lesquels c'est parfois un peu subjectif, quoi. Ouais, bah alors déjà, c'est parce que c'est un métier, tu vois, donc en effet, c'est compliqué parce que c'est un métier, c'est un art, hein, tu vois, moi je dirais plus, c'est un art parce qu'en fait, on le fait chacun à sa manière. En fait, le recrutement, c'est l'art aussi de pouvoir évaluer les compétences. Mais du coup, pour répondre à ta question, moi, je n'ai pas connaissance d'un site peut-être qui va répertorier peut-être des cas pratiques pour vous rendre compte, enfin pour évaluer peut-être des savoir-être. Moi, je l'ai fait beaucoup empiriquement, en fait. J'ai vu peut-être ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, j'ai pas spécialement de nom en tête à te donner. Ce que je pourrais vous conseiller, en tout cas, pour évaluer ça, c'est que euh,
je pense qu'il vaut mieux, pourquoi pas donner par exemple 5 minutes à la personne, limite à ce qu'elle n'ait pas toutes les infos en tête, pour un peu voir comment est-ce qu'elle réagit, si elle n'a pas toutes les infos, est-ce qu'elle va savoir reformuler, etc. Enfin, mais après, on peut essayer peut-être de mettre des choses précises pour évaluer par exemple le sens de l'écoute. Typiquement, se dire, OK, ben, est-ce qu'elle m'a fait reformuler? Est-ce qu'elle a attendu pour bien que j'ai terminé de parler? Mais je ne sais pas si ça sera vraiment pertinent. Mm. Il y a beaucoup d'organisations, quand elles vont évaluer les soft skills, qui se disent, on ne fait pas spécialement de cas pratiques. En revanche, on va faire confiance à l'organisation. En fait, toutes les personnes doivent évaluer ces soft skills dans les entretiens. Et donc, tout le monde va enfin, toutes les personnes qui vont évaluer la personne vont mettre des notes sur ses compétences. On dit, on va faire confiance à l'organisation dans leur capacité d'évaluer les soft skills. On se dit, si 3 personnes du process de recrutement ont jugé que cette personne avait le sens de l'écoute, eh ben, elle avait le sens de l'écoute. Mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans un côté trop scolaire de l'évaluation, Mhm. c'est-à-dire se dire c'est oui ou c'est non, parce qu'on est sur des soft skills, on est sur de l'humain. Donc il y a beaucoup de choses qui sont aussi un peu dans la finesse, dans les, ouais, c'est les signaux faibles aussi, les soft skills, c'est évaluer les signaux faibles. Donc du coup, j'ai beaucoup parlé, mais en gros, réponse simple, je sais pas si un site qui répertorie tout ça, mais globalement, enfin, voilà, tout ce qui va être soft skills qui va être évalué, ben, peut-être que donner une bonne connaissance, avoir une bonne connaissance de ce qu'est ce soft skills, c'est bien. Et pourquoi pas après, enfin, et moi je vous propose de ne pas mettre des grilles trop complexes pour évaluer les soft skills, parce que sinon ça va être un peu scolaire. Et je pense que les participants du processus de recrutement, je pense que ça sera un peu contre-intuitif. Ok, ok, ça marche. Autre petite question. Alors, il y a des sites qui sont, comment dire, qui permettent d'avoir accès à énormément de candidats. Je pense à LinkedIn et je pense aussi à Job Teaser pour des profils plus Pour les juniors. étudiants. Mm. Ce que je constate en tant que recruteur, c'est que en fait, c'est tellement facile pour les candidats de répondre, de candidater, on se retrouve avec une tonne de candidatures, dont 90% à jeter, en gros. Est-ce qu'il y a des moyens de filtrer un peu les candidatures tout en restant dans des options gratuites ou peu chères, histoire de passer, enfin voilà, d'essayer d'optimiser un petit peu le temps de tri des candidatures? Euh, alors oui, en fait, tu peux mettre des questions souvent sur LinkedIn, combien tu as d'années d'expérience, etc. Mais après, évidemment, tout dépend de ta situation et tout dépend de tes contraintes. Mais moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux avoir, enfin, sauf si tu es vraiment sur des volumes incroyables, hein, tu vois. Mais je pense que si tu es sur entre guillemets, sur des volumes, je sais pas, tu as 10, 15, 20 réponses à une offre de stage, je pense qu'il vaut mieux essayer de passer 30, 45 secondes sur un CV euh, et, ne, et comme ça avoir un maximum de candidatures, tu vois, pour pouvoir arbitrer ce qui est bon et ce qui est moins bon, tu vois. Oui, Enfin, ouais. sauf si tu as la force de frappe d'un grand groupe, et là, auquel cas, peut-être que, sauf si tu as un Hermès ou n'importe quoi, ou des boîtes avec des marques employeurs de malades. Mais autrement, moi, je pense que tu... Il y a un risque qui, selon moi, enfin, tu vois, le coût risque-avantage, Mm. je pense il est pas top et tu risques peut-être de perdre des bons candidats qui vont se dire la flemme de postuler parce que ils me demandent 4-5 clics en plus. Ouais. Tu vois? Alors, en même temps, tu te dis que si 4-5 clics en plus, ils ont la flemme, c'est qu'ils sont pas méga motivés, non? Ben ouais, mais c'est normal de pas être motivé quand tu postules. Enfin, tu vois, moi très clairement, c'est pour ça d'ailleurs que même le principe de la lettre de motivation, en tout cas pour commencer à postuler, je trouve que ce n'est pas vraiment je trouve que c'est pas je trouve que c'est pas pertinent. Moi, je comprends très bien qu'en fait un candidat quand il postule, il soit pas motivé parce qu'en fait, ils se disent
non, mais il se dit pourquoi pas. En fait, ou alors c'est le début de sa motivation. C'est qu'il va se dire, OK, ça pourrait m'intéresser, c'est potentiellement quelque chose qui est susceptible de m'intéresser. Mais j'ai rencontré personne. En fait, je pense là où la personne va commencer à développer sa motivation, c'est en ayant rencontré les gens, en ayant commencé à comprendre un peu, à rencontrer les personnes, etc. Filtrer des gens sur leur motivation, moi je pense au niveau de la fiche de poste, mais ça m'est très personnel, hein, Delphine. Tu vois, je Mm. voudrais pas. C'est mon avis et tu auras sûrement d'autres avis qui diront l'inverse et qui sont bien meilleurs que moi. En tout cas, de mon point de vue, je te conseillerais de ne pas faire ça. Et je te conseillerais, sauf si tu as un trafic énorme, d'avoir un pool de candidats qui est plus important, quitte à passer un petit peu plus de temps pour te permettre de maximiser tes chances d'avoir un bon candidat. Ouais, Tu vois, ouais, en gros, ouais. faciliter au maximum ton nombre de candidats et après, quitte à faire plus de refus, tu vois. En Ouais, tout cas, augmenter la possibilité que tu aies le choix. ok. Et moi, par contre, par rapport à cette notion de motivation, je, je pense pas que tu puisses dire qu'une personne soit motivée parce qu'elle va faire quelques clics en plus, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux augmenter son pool de candidats au début. Ok, c'est clair. Ça marche, ça marche. C'était les deux questions que j'avais. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. J'ai pas l'impression. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Maxence, c'est le moment. Soit vous levez la main, soit vous posez vos questions dans le petit onglet questions-réponses. Écoute, c'est calme, donc j'ai l'impression, Maxence, que tu as donné toutes J'ai les l'impression que réponses c'était clair. au fur et à mesure. Donc, c'est tout bon. Alors, eh bien, écoutez, on va du coup terminer ce webinaire. Merci beaucoup, Maxence, pour tous tes conseils, pour voilà, cette présentation hyper claire. Je voulais juste communiquer aussi les prochains webinaires. Vous avez à peu près 1 à 2 webinaires par mois le lundi soir, donc les lundis pro du RASSO, autour voilà, du recrutement, de la définition de son projet professionnel, de l'entrée dans une nouvelle entreprise, voilà, comment faire ses premiers pas, du travail en équipe. Enfin, voilà, on a plein de sujets différents, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du RASSO dans l'agenda pour que vous puissiez consulter les prochaines, comment dire, les prochains thèmes. Toutes nos conférences sont gratuites. Vous pouvez aussi les partager à votre entourage puisque c'est ouvert, voilà, c'est ouvert pour les membres du RASSO, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par nos thématiques, n'hésitez pas à leur faire part de ce que nous proposons. Voilà, nous avons des remerciements. Maxence, je te transmets les remerciements de Diane et de Philippe. Eh bien, Merci écoutez, je beaucoup. vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous envoie le petit support de présentation et puis bon courage à tous, bonne continuation pour vos recrutements. À très bientôt. Au revoir. Merci Delphine, merci tout le monde et bonne soirée à tous. Au revoir.